Aujourd'hui, c'est un talk, un Insta Live avec T comme Thérèse que je vous invite à aller découvrir sur YouTube et sur Instagram. On va parler de la colère et on ne me voit pas super bien, mais le plus important c'est le contenu, je vous le promets. Coucou tout le monde, je sais pas qui a regardé du coup la vidéo sur YouTube tout de suite. Coucou. Désolée, c'est beaucoup de gymnastique, mais j'essaie de trouver un moyen pour qu'on puisse un peu tout faire en même temps. Ah, coucou Anaïs. J'essaie de trouver un moyen pour qu'on puisse tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'on traite un sujet, que le sujet puisse rester sur internet, mais ensuite qu'on puisse en discuter. Ah, Marianne est là. On va accueillir, oui, je suis là. mon invité de ce soir. Ok, ça va. Alors, du coup, bah oui, je suis née dans une famille plutôt aisée, plutôt très socialement établie, etc. Au Congo, fin des années 80. Et quand j'ai contracté la malaria, j'étais bébé et malheureusement, ils n'ont pas réussi à la soigner. Et donc, il a fallu qu'on m'amène à l'hôpital parce que j'allais mourir. Et à l'hôpital, ils m'ont en plus soigné avec des médicaments périmés. Parce que c'est assez fréquent en Afrique qu'on reçoit les médicaments périmés. En tout cas, là, c'était le cas. Et donc, j'ai eu de la gangrène au niveau des mains, des doigts et au niveau des orteils. Et donc, comme ça a commencé à gangréner, bah, il a fallu amputer parce que sinon j'allais mourir. Et donc, on m'a amputé 8 doigts. Je n'ai plus que les pouces et je n'ai plus d'orteils. On a amputé un petit peu avant les orteils et donc voilà. Ça arrivait quand j'avais, je pense, moins de 3 ans, 2 ans et demi, ouais, 2 ans, je pense. Résultat, face à ça, ben, ma famille biologique, je vais plutôt dire la famille biologique, parce que pour moi, c'est pas ma famille. La famille biologique a décidé de m'abandonner parce que pour eux, c'était signe de mauvais œil d'avoir un enfant qui avait été amputé, qu'ils n'assumaient pas socialement d'avoir un enfant handicapé. En plus de ça aussi, il y avait ce côté si on l'abandonne et qu'on la met à l'adoption, bah, peut-être qu'elle va être sauvée parce qu'elle va être adoptée par des Européens, donc médicalement ça va être peut-être plus facile pour elle. Donc il y avait ces deux côtés-là. Et puis aussi clairement un rejet maternel parce que à l'époque j'étais souvent avec la mère biologique. Je préfère dire que je vais toujours dire la mère parce que pour moi comme je n'ai pas connu, c'est pas ma possession, c'est pas ma mère. Là ça bug un peu. Ce n'est pas ma mère, donc je trouve que le choix des mots est important et des pronoms. Mais je sais que ça peut faire, les gens peuvent se perdre avec ça. Donc la mère biologique n'arrivait pas en fait à accepter mon amputation et donc du coup il y avait un rejet, ça allait jusque ne pas me donner à manger pour un peu essayer de me supprimer par moi-même si on veut. Et face à ça, comme le père biologique était très absent parce qu'il bossait beaucoup et ramenait beaucoup d'argent, et ben il s'est dit une fois je reviendrai du travail et elle ne sera plus là parce qu'elle aura fait quelque chose à sa fille et donc il a décidé de me mettre dans un orphelinat et donc j'ai débarqué au Rwanda vers 3 ans. Je me suis retrouvée au Rwanda parce que c'était le seul orphelinat où les enfants handicapés étaient accueillis. Dans les autres orphelinats, c'était pour les enfants normaux. Et donc du coup, c'était le seul orphelinat où on pouvait mettre des enfants handicapés physiques. Et donc j'ai été là-bas.
Et là-bas, j'ai été adoptée par un couple de Belges et Rwandais. Donc ma mère adoptive est rwandaise et mon père adoptif est belge. Et j'ai été adoptée en 94. Malheureusement pour moi, en plein génocide Tutsi du Rwanda. Et donc j'ai aussi vécu le début du génocide. Et je suis arrivée avec les casques bleus belges sur le tarmac de l'aéroport en Belgique. J'avais 4 ans et demi quand je suis arrivée, avec les yeux grands ouverts et beaucoup de peur parce que voilà, je quittais un pays en guerre, quoi, en guerre civile, et voilà. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai fait ma vie à Liège, en Belgique. Et voilà. Ouais. Ouais. Bah moi, ce que je fais aujourd'hui, mon parcours, en fait, c'est que j'ai toujours voulu créer avec mes mains, même si les gens n'y croyaient pas. J'ai toujours voulu créer avec mes mains parce que j'ai l'impression que depuis toujours, dès que j'ai pu tenir un crayon, un pinceau ou quoi, ben je l'ai fait. Je crois que j'ai jamais autant fait de cadeaux aux gens avec des peintures et des poèmes, etc. J'adore faire ça. Et donc, vers 8 ans, euh, j'ai commencé à avoir en tête de devenir dessinatrice et peintre. Et à 12 ans, j'ai décidé que j'allais carrément, 6 mois de l'année, j'allais être peintre, dessinatrice, et 6 mois de l'année, je serais styliste. Parce que après, parce qu'après avoir, parce que par le biais de la peinture, parce que je faisais de la peinture à l'huile, le fait de voir la toile, la fibre de la toile, et ben ça me faisait penser au tissu, et donc du coup j'ai commencé à penser à dessiner des vêtements. Et donc j'ai d'abord été peintre avant d'être styliste. Je suis arrivée dans le textile par le biais de la peinture, et j'ai encore un rapport très tactile, très au toucher avec avec la mode, parce que ça me rappelle le coup de pinceau qu'on met sur une toile en fait. Et, euh, et je l'ai dit à ma mère adoptive, et elle m'a dit bah pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Et sa réaction m'a tellement donné du pouvoir que du coup elle m'a dit bah on va faire en sorte que tu puisses le faire. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai d'abord fait des activités extrascolaires, donc peinture sur soie, couture, etc., etc. J'en ai fait franchement à gogo. Euh, et puis après, dès que j'ai pu basculer vers vraiment au niveau académique, à 18 ans, j'ai commencé une école de mode à Liège en stylisme et couture. Pourquoi stylisme et couture? Parce qu'en fait, comme je savais que j'allais pas être légitime dans le milieu, je me suis dit, ils vont pas me la faire à l'envers, je veux apprendre de tout, de A à Z, comme ça, s'il y a quelque chose à dire, etc., à nommer, ou en tout cas dire que c'est pas correct, je peux le voir et je sais comment le corriger. Parce que pour moi, ça a toujours été très important, et j'ai fort été élevée comme ça avec mon papa. C'est qu'il m'a très tôt expliqué que le monde n'allait pas me faire de cadeaux. Que mon handicap, ça gênait, que ça allait être dur, mais qu'il fallait être fier. Parce qu'il était fier que je sois sa fille, parce qu'il était fier de tout ce que je savais faire, et qu'il savait que je pouvais le faire. Il avait réellement une confiance en moi, que encore maintenant je me dis, il a d'abord eu confiance en moi avant que j'aie confiance en moi. Et ça m'a tellement, il a tellement transpiré cette confiance que à force, bah, j'y ai cru,
et ça a pris le pas aussi chez moi. Non, comme je te le disais hier, quand on a préparé le live, j'ai l'impression que moi, de mes, surtout la mort de mon papa a énormément créé cette colère. Parce que si on veut, en m'adoptant, là, on avait tellement une relation hyper. C'est mon ami, pour moi, c'est mon papa, c'était mon ami avant d'être mon papa. On se racontait tout. Par exemple, à l'école, quand j'avais des humiliations, des personnes qui m'insultaient par rapport à mon handicap, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à tout et n'importe quoi, bah, c'était la personne à qui je le disais. Qui m'expliquait qui se passait chez l'autre en fait, pourquoi il me le disait, pourquoi il le disait de cette façon. Euh, il, il, il le décortiquait pour que ce soit le moins violent pour moi et que je puisse aussi me l'approprier, et que après, si je me retrouve dans la situation, je puisse réagir et réagir de la manière qui me ressemble. Parce que il m'a toujours appris que c'était important de se connaître pour pouvoir avoir les meilleures armes face à l'autre en fait. Et ça c'est un truc que je dis toujours aux personnes, faites un stage de solitude. Faire un stage pour se connaître, se rencontrer, pour voir ce qu'il y a de meilleur en nous et ce qu'il y a de plus honteux des fois ou de entre deux. Parce que en fait se connaître, voir qui on est réellement, permet que ce que l'autre va prendre comme une arme contre soi ne le sera pas parce qu'on se sera déjà insulté, on se sera déjà vu de cette manière, on se sera déjà dit ces choses-là. Et donc résultat, bah, mon père m'a appris ça. Il m'a appris à me connaître tellement que en fait maintenant par exemple il y a encore énormément de fois où par exemple je rentrais d'un voyage à Paris pour le boulot. Il était super tard, j'étais crevée. J'arrive à Bruxelles midi. Il y a un garçon qui me voit et je vois bien que je lui plais physiquement. Je me dis, oh là là, il va venir, il va venir. Voilà. Il vient me voir et commence à me draguer. Là, je lui explique que je suis crevée, que j'ai juste envie de rester tranquille, etc., etc. Je vois qu'il commence à insister. Du coup, je lui dis, je prends mes affaires et je bouge. Et en fait, en me levant et en bougeant, il voit mes mains. Et là, d'un coup, tout l'attrait que j'avais, tout le côté ah elle est sexy, ah elle me plaît, etc., etc., disparaît et je vois à ses yeux qu'il arrive de la pitié, du ah qu'est-ce que c'est ça, ah non. Et, euh, et là, il commence à un peu me parler de Dieu. Oui, mais vous savez, Dieu est bon, vous allez pouvoir guérir, etc., etc. Moi, j'écoute pas et je lui réexplique que j'ai juste envie d'être toute seule. Et le train arrive. Et là, je reprends mes affaires pour aller vers le train, pour prendre le train. Et en allant vers l'escalator, l'escalier, là, il m'arrête et il fait vous n'avez jamais pensé à vous faire opérer parce qu'en fait vos amputations, vos doigts comme ça fait peur aux gens. C'est un peu dur, non? Et puis là, je le regarde et je lui dis en fait, ça m'est complètement égal que ça te fasse peur, que ça te dégoûte ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, moi je m'aime et je me trouve bien comme ça. Donc, bonne soirée. Et je lui ai répondu ça, en fait. Et il était tellement comme ça, ouais, comme ça, que ça m'a fait rire et que j'ai rigolé, j'ai fait ciao, comme ça. Parce que je crois qu'il s'attendait pas à ce que je lui réponde et que avec un aplomb comme ça. Parce que, parce que dans sa tête, bah ouais, j'allais être la pauvre petite, quoi. Mais non, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, Et ça, c'est aussi cette gestion de la colère, en fait, qui au fur et à mesure, après la mort de mon père, j'étais très très en colère.
J'ai toujours été quelqu'un en colère, je trouve. Ça fait partie de ma personnalité. C'est juste qu'au fur et à mesure de la vie et des choses et de me connaître, bah, je l'ai apprivoisé. Et ça, comme tu l'as dit dans ta vidéo et comme dans ce que Jerry a dit, c'est que je l'ai nommé, je l'ai verbalisé, je l'ai rendue humaine en fait, parce que je trouve on nous la présente tellement comme quelque chose de monstrueux ou ouais, de négatif, de honteux, que du coup tu as tendance à t'en détourner ou à faire comme si de rien n'était, puisque c'est un défaut. Euh, et, euh, et en fait, non, j'ai accepté qu'en fait, j'avais le droit d'être en colère parce que j'ai pas demandé à être abandonnée par la famille biologique, j'ai pas demandé à me retrouver dans un génocide, j'ai pas demandé à être dans un orphelinat, j'ai pas demandé. Et donc, oui, je sais tout à fait naturel que je sois en colère de ça et que par le biais de cette colère, bah, je l'exprime et que je la nomme. Donc, dans un premier temps, je l'ai fort écrit. Ça a d'abord été mon, ma manière de l'extérioriser. Ouais, c'est de l'écrire. Euh, j'ai écrit beaucoup de poésie dessus, de prose aussi, très dur. Il y a des fois où je relis mes textes d'enfants de 10 ans. Je me dis, c'est horrible d'avoir ces mots, quoi. Un enfant de 10 ans qui dit pourquoi on m'aime pas, pourquoi on me veut pas. Tu te dis, t'as déjà conscience à 10 ans que c'est là, quoi. Que, ou par exemple pendant l'adolescence, qui est un moment où on se construit fort par rapport à ses amis, à son cercle, à l'idée de mimétisme, de copier, quoi. Ben, j'ai fort eu des difficultés par le fait que je voyais bien que mes copines avaient des petits copains, mais que moi, c'était impossible. Impossible d'avoir un petit copain. Et donc, j'ai énormément écrit là-dessus, sur cette colère de pas pouvoir être aimé par quelqu'un. Parce que je me disais, mais ça se répète en fait. Même quand je suis sage, même quand je suis que je suis comme les autres, que je m'habille comme les autres, que je fais les choses comme les autres, ben, que je m'adapte parce que ça aussi, j'ai un handicap, mais je me suis toujours adaptée à la normalité. Et donc, même quand je fais la bonne élève, je ne peux pas avoir cette part, quoi. Oui, j'ai eu des histoires, mais je dis souvent que je crois que j'ai trouvé l'amour parce qu'en fait, je me suis aimée. C'est très cliché, hein, mais c'est... mais je trouve vraiment que c'est ça, c'est que à un moment donné, quand j'ai accepté ma colère, justement, accepté le fait que je correspondais pas à cette norme, à ces esthétiques, ouais, à ces esthétiques qu'on met souvent devant nos yeux, euh, et que si on veut, déposer les armes, et que j'ai dit, ok, comme je sais que je vais perdre la course quoi qu'il arrive en fait, je vais la perdre, ça sert à rien de faire genre, je vais la perdre. Ouais, voilà, ouais, ouais, voilà. Je me suis dit, t'as pas envie un peu de faire à ta sauce, parce que ça va pas le faire, tu vas complètement être dans une mouvance où tu te sentiras toujours comme une merde en fait.
Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, à recréer mes règles, en fait. À recréer mes, ce qui était important, comment je me sentais belle, pourquoi je me sentais belle. Euh, ouais, non, c'est. Et il n'en dit qu'en colère, punaise, mais c'est. Qu'est-ce que ça. Comment ça se fait? Tu t'es pris que pour qui? Ouais, non. C'est. Ouais, démêler, et puis aussi, je pense aussi, parfois aussi, se, se laisser respirer aussi. Parce que des fois, à trop cogiter, à vouloir chercher des explications, etc., bah, ouais, ça brûle. Et juste respirer un peu permet aussi de te dire ok, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Et ouais, ouais. Moi, le sport, ça m'a aidé. Le sport m'a aidé à évacuer ma colère médicale. Parce que j'ai aussi différentes colères. Et c'est aussi important de les nommer, les différentes colères. Par exemple, je sais que j'ai une colère d'adopter, d'enfant abandonné, l'enfant qui est en moi, je dis souvent aux gens, je crois que les gens m'aimeront jamais assez en fait. Vraiment. Et qu'ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, ils ne m'aimeront jamais assez parce qu'en fait j'ai appris que l'enfant, le bébé en moi qui a été abandonné, n'aura jamais assez de nourriture, d'amour, il ne sera jamais assez rassasié et donc en fait la première personne qui doit lui donner sa nourriture, c'est moi. C'est moi qui dois le nourrir, c'est moi qui dois y faire attention, trouver l'équilibre. Et donc, par exemple, j'avais tendance dans mes relations de couple, parce que moi j'ai eu deux relations de couple, j'ai été deux fois en couple, une fois à 18-19 ans pendant 2 ans, et une fois à 25 ans jusqu'il y a 2 ans. Euh, et ce qui revenait souvent, c'est que en fait, j'avais tendance à tellement avoir besoin d'amour, qu'on m'aime, que j'étais all-in pour la personne. Je donnais mais tout, 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 tout. Et puis, voilà, voilà, exactement. Et comme c'était encore plus vicieux, c'est que non seulement je donnais tout, mais si jamais il ne me remerciait pas assez ou qu'il ne me renvoyait pas, j'étais là, et Coco, pourquoi tu me renvoies pas? Je t'ai donné. Et donc je rentrais dans des colères parce que je disais, c'est pas juste, je t'ai donné. Donc renvoie-moi tout ce que... et c'est seulement maintenant. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Et donc, et c'est seulement maintenant, avec du recul, et soyons honnêtes, je suis aussi quelqu'un qui va chez une thérapeute, qui est suivi, etc. Donc, le travail, je le fais aussi avec une professionnelle. Bah, maintenant, j'arrive aussi à me dire, arrête de gratter l'amour comme ça, parce que ça vient ouais, de ton abandon qui reste dans ton ADN. C'est triste, ça me met en colère, mais il va falloir que tu te donnes à bouffer toi-même en fait, parce que faut arrêter de croire que ça va venir des autres, et de mettre aussi des notions de dette chez les autres, alors qu'ils n'ont rien demandé, ils sont pas là-dedans.
Et donc, c'est que avec cet espace, avec la thérapeute, pour pouvoir le dire que j'étais en colère bah, qu'on m'aime pas assez. Ça me saoulait qu'on m'aime pas assez. Parce que je suis une fille cool, quoi. Et que du coup, ça m'énervait, quoi. Et donc avec le temps, ben voilà, j'arrive à trouver, à trouver mes outils pour pouvoir que cette colère d'enfants adoptés, abandonnés, puisse être euh, pas domestiquée, mais euh, équilibrée, domptée, équilibrée, à ma manière et à ma façon. Et, euh, et donc, je dois aussi dealer avec la colère médicale du corps, puisque j'ai mon handicap, mes maladies. Et donc, c'est un quotidien. Il y a des fois où j'ai pas envie de sourire et j'ai pas envie de faire semblant et que quand quelqu'un me demande est-ce que ça va, je lui dis non, ça va pas. Et puis ils font ouais, mais ça fait déjà 3 jours que tu me dis que ça va pas. Bah oui, mais mon corps ne va pas, donc ça ne va pas. Et donc ça va toujours pas. Donc laisse-moi dire que je suis pas, que ça va pas. Et donc voilà, exactement. Et ça, la colère du corps, je l'évacue beaucoup par le sport. La danse, le vélo, etc. Soyons honnêtes, moi souvent je fais le parallèle avec tout. On peut avoir des buts dans la vie, mais pour y arriver, t'as des ratés, hein. T'as plein de ratés, et donc je pense que les ratés, il faut aussi être humble et être honnête avec soi et dire que ça arrive. Et puis même quand ça arrive, dire écoute, j'ai foiré encore une fois, mais je sais que je peux le faire. Et et aussi, je trouve aussi quand on foire, aussi se noter à soi où on a foiré, pourquoi on a foiré, et, euh, et, euh, et après, par rapport à la personne par laquelle on a foiré, expliquer aussi là où on se sent avoir foiré. Parce que des fois, on a cette impression, mais la personne, elle est totalement ailleurs parce que voilà, c'est une autre personne que nous, et donc elle ressent des, voilà. Et c'est souvent des potes me disent ouais, mais c'est fou comme tu rationalises énormément de choses, tu décortiques, etc. Et c'est pas fatigant à la longue de faire ça. Et puis là je fais en fait non, parce que à force de le faire, t'as des exercices comme ça et ton cerveau est de plus en plus habitué. Et en plus tu vois tellement le gain que tu as à le faire que du coup, voilà, que du coup, ça devient un exercice, comme tu dis, un self-love de le faire en fait. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas traîner des choses qui après, tu sais très bien, tu l'as vu par les années passées, que ça donnait, je sais pas moi, moi ça a été des crises de boulimie, euh, ça a été des grosses colères où je roulais à vélo pendant 3 4 heures et je gueulais pendant tout mon tour de vélo et j'arrivais pas à en sortir. Et j'ai vu ce que ça donnait quand c'était pas, quand je faisais pas ces petits exercices. Et donc, et je suis tellement mieux maintenant que du coup, j'ai pas, je sais que ça a été une route. Et donc, beaucoup de personnes me disent maintenant, ah, mais comment t'as fait? Bah, ça a été ouais, ça a été une route et je regrette vraiment pas parce que quand je vois la nana que je suis maintenant, bah, je me dis, putain, mais tu t'as tellement investi en toi et c'est bien en fait. C'est bien d'avoir investi. Et oui, pour certaines personnes, c'est une perte de temps parce que on voit pas le résultat tout de suite et on a fort l'habitude d'avoir t'achètes, t'as le plaisir, tu jettes, tu vois. Voilà. Ouais, tu t'appuies et t'as le truc directement. On a tellement été éduqués dans ce truc-là que du coup,
Bah oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais quand je vois la route parcourue, je me dis, mais merci à toi, quoi. Merci à toi d'avoir pris ce temps-là. Ça, ouais, ouais. Et ça aussi, il n'y a rien de ridicule aussi à ressentir quelque chose, en fait. Ça... Euh, mais on peut être en colère par rapport à des choses qui ne touchent pas personnellement. Je pense que c'est normal en soi parce qu'on est des êtres sociaux et donc du coup on est perméable à ce que les autres vivent, ressentent, etc. Mais mais il y a des fois où, et ça je trouve, que la colère qu'on ressent pour des choses qui ne sont pas personnelles sont en fait personnelles, sont personnelles. C'est juste que comme on a encore du mal à se voir, à se les avouer, on a tendance à se dire ah oui mais non, ouais on projette, on est plus il y a les miroirs ils sont pas ils sont des fois ils sont très très présents hein. Et, et par exemple pour l'avoir vécu, euh, moi j'ai eu une période où j'étais dans un validisme intériorisé. J'appelle de validisme intériorisé, c'est que j'estimais que comme j'avais tellement bien fait le job et que je faisais tout comme une personne valide, du coup j'avais tendance à être la sauveuse des vrais handicapés, tu vois? Et donc j'avais tendance à relayer leur combat, dire ouais il faut se rendre compte de ce qu'ils vivent, toujours eux. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, toutes mes prises de parole, je me suis rendu compte que c'était juste un déni de moi-même en fait. Que c'est des trucs que je vis quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que je pense que je sais plus qui a dit ça, mais la façon dont elle exprime que la colère n'est pas forcément à voir avec elle-même, je pense que si, c'est quelque chose qui est en toi, mais que peut-être par souci de perfection ou de pas gêner ou de pas faire de vagues, t'as tendance à l'extérioriser même si je suis pas une professionnelle, ouais, je suis pas une professionnelle, donc voilà. Mais si c'est systématique et répétitif, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui se joue en fait. C'est peut-être pas l'objet de ta colère pour l'extérieur, hein, mais si c'est si imprégné en toi de devoir défendre la veuve et l'orphelin, bah, c'est il y a peut-être un truc chez toi qui n'est peut-être pas nommé, c'est pas d'être orpheline ou d'être veuve, hein, mais c'est autre chose. Hein. Mais c'est souvent ce qu'on dit par rapport au syndrome du blanc sauveur, c'est que il a tendance dans les bénévolats envers les personnes précaires ou racisées, etc., à fort dire je vais apporter à l'autre. Mais en fait, c'est beaucoup sur toi en fait que ça joue. Avant d'aller, oui, te mobiliser, à des manifestations, c'est beaucoup toi, c'est beaucoup toi que tu nourris, que tu pommades, que tu sécurises, etc. Mais comme tu as encore du mal à dire que ça se passe en toi, bah tu le mets sous le coup de ni pute ni soumise, touche pas à mon pote, tu vois. C'est et donc voilà. Bah, des fois décomposer ce qui se passe en fait avec des faits
aussi. Ça peut aider euh, pour, euh, pour éviter justement, comme elle explique, de prendre la responsabilité de choses qui n'ont rien à voir avec elle, quoi. Euh, et, euh, et juste ouais, voir la situation objectivement, qu'est-ce qui s'est passé, comment décortiquer, décomposer la situation pour se rendre compte que oui, c'était pas en notre possession que ça ouais, d'agir ou que ça évolue comme ça et que donc du coup pourquoi prendre en charge quelque chose qui n'était pas objectivement, factuellement en ta possession en fait. Et moi, c'est le handicap qui m'a permis d'être fort factuel, objectif, les faits, qu'est-ce qui se passe. Parce que je culpabilisais énormément et je m'excusais énormément de ne pas pouvoir aller à des rencontres, à des soirées, euh, de des fois arriver en retard parce qu'en fait bah, j'avais une plaie au pied et que du coup ma routine de pied au lieu qu'elle dure bah, 10 minutes et bah, elle a duré 45 minutes et que c'était pas prévu au programme mais le rendez-vous bah, j'ai pas pu le décaler ou c'était encore trop difficile pour dire à la personne écoute reste chez toi encore 45 minutes parce que je peux pas arriver tout de suite. Euh, ouais, c'est fort mes limites physiques, mon handicap qui m'a aidé à rester sur des faits. Parce que